Ça ne te dirait pas de faire une présentation sur DDMRP au Supply Chain Event. Je me suis dit, oula, faire une présentation sur DDMRP, un acronyme, mon premier réflexe aurait été de me dire, tiens, un acronyme de plus dans le milieu de la supply chain, comme si on en manquait déjà. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de vous parler de DDMRP, je vais plutôt vous expliquer comment nous, dans Immersion Process Management, ça a changé un peu notre manière de faire. Notre manière de faire dans notre flux logistique, mais aussi notre manière de faire dans notre approche managériale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, grâce au DDMRP, en fait, on a deux passions dans la vie. C'est qu'on essaye de plier les cuillères par la pensée en limitant les ruptures de chaîne d'approvisionnement. Et on a trouvé un moyen de diviser nos stocks par deux et de diminuer notre retard de 50% tranquillement en regardant devant la télé. Et donc, un des enjeux... pardon, j'ai dérapé. Et en fait... ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'intérêt pour moi de ces deux sujets-là, c'est de vraiment vous expliquer au-delà du DDMRP comment ça a vraiment changé notre méthode de travail. Donc, brièvement, je m'appelle Anthony, j'ai 33 ans, je suis normand. Avant de commencer à avoir ces deux passions un peu bizarres, de vouloir plier les cuillères et de regarder la télé, les choses n'avaient pas si mal commencé, puisqu'en fait je suis issu de l'ISEL, qui est l'Institut supérieur d'études logistiques, donc c'est la seule école d'ingénieur en France à délivrer un diplôme d'ingénieur en logistique. Et puis après avoir fait cette école, je suis allé voir une autre espèce d'individus dans les écoles de commerce. Ça a été plutôt une expérience assez sympa. Et c'est là que j'ai découvert en fait une autre théorie qui allait en complément du Lean Manufacturing du Six Sigma, qui s'appelle la théorie des contraintes. Et donc en fait, mon travail depuis 10 ans, alors je sais pas, il y en a qui connaissent la théorie des contraintes, qui ont lu le but. Oui, très bien. Bah, écoutez, ceux qui ont lu le but ou ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille de l'acheter, ça vous expliquera ce qui se cache derrière nos théories des contraintes. Et donc en fait, mon job depuis 10 ans, c'est de me balader en fait dans des entreprises, d'essayer de régler en fait certaines problématiques de flux, d'organisation en utilisant cette théorie. Et donc depuis 4 ans maintenant, en fait, on s'est intéressé au DDMRP et en fait, je l'ai principalement travaillé dans l'aéronautique et dans le oil and gas à divers postes, mais toujours que de la supply chain. Et en fait, le point commun, quand je discute avec mes homologues ou mes anciens camarades de promo, quand on leur demande mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos supply chain, la réponse numéro 1, c'est les fournisseurs. C'est-à-dire qu'on vous explique que les fournisseurs, c'est étonnant, parce qu'en fait, ils ont pour objectif de gagner de l'argent, de développer leur marché, et pourtant, quand on regarde leurs clients, on a l'impression qu'ils ont fait exprès de livrer des produits non conformes, en retard et hors de prix. Et si vous écoutez, c'est un peu généralement le feedback qu'on peut entendre. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. On accuse toujours les fournisseurs, mais en fait, on n'accepte pas de changer de point de vue. Et en fait, reparlons. Un des éléments, notamment dans le business Immersion Process Management, c'est qu'on a des fournisseurs très spéciaux. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Parce qu'en fait, donc, Immersion Process Management, pour la faire très rapidement, c'est un grand groupe international, 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 247 usines, il va y avoir à peu près 7800 agences de vente, donc c'est quand même un très gros groupe. Notre mission, en fait, elle consiste à aider des entreprises de flux à construire leurs usines. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous voulez fabriquer une usine de chimie, de pharmaceutique, de pétrochimie, de pétrole, de gaz, de lait aussi, parce qu'on fait aussi de l'agro. En fait, généralement, les sociétés font appel à nous puisqu'on leur vend en fait tous les équipements qui leur permettent de construire en fait leur usine. Donc le produit qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui qui est tout en haut à gauche, c'est le produit de la vanne, c'est une valve de régulation. C'est un produit qui est ETO. Alors ETO, je vais essayer de le définir très rapidement. En gros, ça veut dire que tout nouvel client, on va redesigner le produit de A à Z. C'est-à-dire que notre première opération, quand on gagne un client, c'est qu'on va sortir la planche à dessin et on va lui dessiner sa vanne. Donc en gros, quand on dit dessiner sa vanne, c'est-à-dire qu'on va tout recodifier, on va refaire toutes les gammes, on va refaire toutes les nomenclatures, on va repasser aussi par de la qualification fournisseur et on va inclure toutes les options spéciales que nos clients souhaitent. Par exemple, si on veut aller sur des marchés norvégiens, nos clients vont souhaiter des tests en cryogénie spécifiques. Si on veut aller sur des marchés dans le golfe du Mexique, on va nous demander, je ne pourrais pas vous expliquer en détail la raison technique, on va nous demander par exemple en fait que notre vanne passe au rayon X et qu'on fasse des radiographies sur tous nos produits pour assurer la validité de nos produits.
Donc voilà, on est vraiment sur un produit complexe, et donc autant vous dire que dans cet environnement complexe, les fournisseurs chez Emerson n'ont pas une très grande réputation, puisqu'à chaque fois en fait on repasse par la qualif et tout ça. Et comment ça se traduit cette mauvaise réputation au niveau d'Emerson? C'est simple, nous notre vanne il faut 4 mois pour la fabriquer. Initialement on avait 6 mois de stock de matières premières. C'est quand même pas un super résultat pour un business ETO à pièce unitaire. Le deuxième effet, c'est que la moitié du carnet de commandes fournisseur est en retard. C'est-à-dire qu'en gros, une commande sur deux, c'est même pas livré en retard, c'est qu'elle n'est pas livrée. La moitié du carnet de commandes est non livré. D'accord ? Et le troisième petit effet, qui est quelque chose de très frustrant dans le monde de l'ETO, mais peut-être pas dans beaucoup de monde, c'est qu'il manque toujours la pièce. C'est-à-dire que sur une vanne, il y a environ une centaine de composants, et dans un environnement multi-projet ETO, il vous manque toujours une seule pièce. C'est-à-dire que sur les 400 vannes qu'on devait monter, il y en avait plus de la moitié où en fait il ne manquait qu'un seul composant, ce qui générait en fait un certain niveau de frustration au sein de notre entreprise, puisqu'en fait tout le monde était en train de se battre pour aller récupérer la dernière pièce. Ça vous va comme approche? Donc quand on est bloqué là-dedans, on n'a pas 36 solutions, et qu'on regarde nos fournisseurs, on s'est dit que la première chose qu'on devait faire, c'était de changer de posture managériale. Et la meilleure façon que j'ai pour vous expliquer ça, c'est de parler d'un film. C'est là où on fait l'analogie de la cuillère. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu le film. D'accord, oui, merci, il y en a un. Donc c'est un film qui s'appelle Matrix, qui est un vieux film des années 90. Et en fait, dans cette scène-là, alors je ne sais pas si certains reconnaissent la scène, mais le personnage en fait essaye de plier une cuillère par la pensée. En fait, il y a un petit garçon qui lui dit, en fait, si tu veux plier la cuillère, il faut partir du principe que la cuillère, elle n'existe pas. Il dit, mais comment ça, la cuillère, elle n'existe pas? Oui, en fait, si tu veux plier la cuillère, c'est pas la cuillère qu'il faut regarder, c'est le reflet à l'intérieur de la cuillère. Et en fait, notre démarche de changement de management, elle a été basée là-dessus. C'est-à-dire que la cuillère pour nous, c'était en fait les fournisseurs. Et en fait, on s'est battu pendant des années à essayer de plier les fournisseurs de la manière dont on voulait, alors qu'en fait, la bonne manière de changer les fournisseurs, c'était d'abord se changer soi-même. Et donc, partant de ce principe-là, plutôt que d'aller faire un énième plan de sauvetage chez les fournisseurs, ou plutôt que d'aller faire des missions de développement fournisseurs, on s'est attelé à regarder quels étaient nos points communs avec ces gens-là. Et en fait, le premier point commun qu'on a, c'est que nous, on essaye de satisfaire nos clients. Alors, moi, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour satisfaire nos clients, on fait deux choses. C'est que afin de satisfaire nos clients, il faut intégrer des événements internes et externes. C'est-à-dire qu'en fait, quand nos clients changent d'avis ou qu'on a un problème, en fait, il faut qu'on puisse intégrer ces changements volontaires ou involontaires dans notre organisation. Et aussi, pour satisfaire nos clients, en fait, il faut qu'on fournisse un engagement à nos clients internes ou externes. Alors, il y a interne parce qu'on a beaucoup de clients où on livre à l'intérieur du groupe Emerson. Et en fait, nos deux missions, c'est afin de satisfaire nos clients, il faut intégrer des événements internes ou externes, et il faut fournir un engagement à ses clients. Si vous faites ça, en principe, il y a quand même de grandes chances que vos clients soient satisfaits. Pour intégrer les événements internes et externes, il faut constamment mettre à jour le planning, parce que c'est en fonction des différents événements qui se passent en mettant à jour votre planning que vous allez permettre d'intégrer ces événements de planning, que ce soit des événements qualité, délai, etc. etc. Et l'autre point, c'est que pour fournir un engagement aux clients internes ou externes, en fait, il faut faire tout le contraire, il faut geler le planning. C'est-à-dire que nos planeurs, aujourd'hui, sont confrontés à un dilemme qui est malheureux, c'est qu'en fait, ils sont constamment en train de slalomer entre je dois mettre à jour mon planning pour intégrer les événements, optimiser mes stocks, et être bien certain que j'envoie les bons signaux à ma chaîne d'approvisionnement. Et d'un autre côté, il faut geler le planning, parce qu'en fait, si je gèle pas le planning, ça veut dire que je vais avoir du retard avec mes fournisseurs, et ça va être relativement problématique. Et quand on regarde pourquoi nos planeurs faisaient ça, en fait, on s'est rendu compte que ils mettaient constamment à jour le planning parce que dans leur tête, et la mienne aussi d'ailleurs, seul le planning dans le système permet de mesurer les événements dans toute la chaîne. Oui, parce qu'en fait, si vous ne mettez pas à jour votre planning de production, vous n'allez pas envoyer, ce que je vous disais, des signaux à vos fournisseurs en vous disant tiens, la date de livraison elle a changé, ou tiens, il me faut une nouvelle pièce, etc. etc. La deuxième raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'en fait, pour mettre l'idée qui se cachait derrière mettre à jour le planning, c'est qu'en fait, c'était la prise en compte de tous ces événements qui allaient assurer la livraison. D'accord ? Et puis quand on regarde l'autre branche, on se dit que pourquoi est-ce qu'il faut geler le planning ? Parce qu'en fait, geler le planning, geler les dates, par exemple, permet à toute la chaîne de garder le cap initial. Parce qu'en fait, si vous commencez à bouger le planning dans tous les sens, vous allez perdre le cap initial de votre commande, donc ça risque de poser 2-3 problèmes à vos clients. Geler les dates permet de garantir au client notre connaissance de sa priorité,
Bah oui, parce que monsieur le client, nous on s'est engagé à vous livrer telle date, donc on va s'y engager, on va s'y tenir. Si vous gelez le planning, en fait c'est ce qui vous permet de garder ce cap-là. Et le dernier point, qui est un peu une vérité, c'est qu'un planning stable, il a plus de chances d'être tenu. Et en fait, nous, on s'est dit qu'il y avait deux hypothèses dans ce diagramme qui étaient fausses, c'est celle-ci, les deux là. C'est qu'on dit que non, la prise en compte de ces événements, elle assure la livraison. On s'est dit non, ça c'est pas vrai, parce qu'en fait, si on doit mettre constamment un genre de planning, c'est qu'on n'assure pas de nos livraisons en fait. D'accord ? La deuxième priorité qu'on a décidé d'attaquer, c'est que geler les dates permet de garantir au client notre connaissance de sa priorité. Oui, on s'est dit que si on gelait toutes les dates, tout notre planning il allait être dans le passé, et si tout le planning est dans le passé, c'est la meilleure façon de perdre la priorité qu'on a avec nos clients, puisqu'à la fin tout est en retard et tout devient prioritaire. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, notre supply chain, elle est coincée là-dedans. Nos planeurs sont bloqués là-dedans, puisque d'un côté vous avez le supply chain manager qui vous dit hey, tu t'es engagé avec le client là, donc livraison 18 novembre, sans faute. Et puis vous avez ce même supply chain manager qui va venir le voir 5 minutes après en disant bon, là le client il a un problème, il faut changer sa date, ou le fournisseur est en retard, bon tu réalignes le planning, comme ça ça va permettre à notre supply chain d'avoir un nouveau signal, vous allez décaler les dates de l'ERP dans le futur, comme ça va permettre d'optimiser soi-disant les stocks. Et donc, notre planeur, lui, il est constamment en train de slalomer entre les deux idées. Donc, si vous avez des planeurs schizophrènes, c'est bien, mais ça pose 2-3 problèmes à long terme. Et donc, la meilleure façon pour nous de se sortir de ce dilemme-là, ça a été de repasser devant la télé. Et en fait, on s'est inspiré des courses de relais. Alors, normalement, il y a une vidéo. Super. Donc, dans une course de relais, qu'est-ce qui se passe? C'est les coureurs se passent le relais durant une certaine zone, durant une certaine période et une certaine vitesse. C'est quand même bizarre ça, parce que moi, quand j'étais en école d'ingénieur, on m'a dit Anthony, la pièce, elle doit être livrée à un endroit précis, à un endroit figé, en temps et en heure, avec une quantité fixe. C'est quand même rigolo ça, on a des coureurs qui d'un côté, quand même, font le même métier, hein. C'est quand même 2 coureurs qui s'échangent un bâton, hein. C'est quand même pas soi-disant compliqué, ont besoin d'une zone pour s'échanger de bâton. Et nous, on vend des produits quand même un petit peu plus compliqués, avec des centaines de composants à l'intérieur, où on fabrique des quantités. Nous, on est en train de dire qu'on n'a pas besoin de cette zone et qu'on veut tout faire, qu'on veut tout figer à l'instant. En fait, ça ne marche pas, notre deuxième solution. Et en fait, c'est là où le DDMRP intervient, c'est que, à la différence des MRP classiques qui proposent des situations entre guillemets figées, ce qui se cache derrière le DDMRP, c'est d'aller proposer en fait des zones de buffer. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils proposent des zones de buffer? Eh bien, si vous regardez bien sur les schémas, c'est pour principalement absorber de la variabilité. Je m'explique. Là, sur l'image du haut, en fait, vous avez 2 catégories de coureurs. Ceux qui sont en train noir sont en fait les coureurs receveurs qui sont debout au moment de récupérer, prêts à récupérer le bâton. Et en fait, si vous regardez bien les coureurs qui ont un trait noir, en fait, ils ont les distances entre ces coureurs sont assez variables. C'est-à-dire que vous avez le coureur sur la ligne 3 qui est beaucoup plus près du coureur que sur la ligne 1. Alors qu'en fait, ils ont quasiment le même statut, à savoir debout, prêt à recevoir le bâton. Vous avez le même pour ceux qui sont en trait rouge, où là, c'est les coureurs qui sont donc assis. Donc vous avez un écart aussi de distance. Et l'autre point, en fait, qui est important dans la course de relais, c'est que si vous regardez l'image du bas, vous allez vous rendre compte que les coureurs de relais ne se passent jamais le bâton au même endroit. En fait, il se passe toujours le bâton à peu près au même endroit, mais jamais exactement à l'endroit précis que vous avez défini. C'est-à-dire que, et c'est là où je reviens sur nos idées de supply chain, nous ce qu'on dit à nos supply chain, c'est vous nous livrez à cet endroit du trait noir, et peu importe sur quelle ligne vous êtes, et c'est terminé, quoi. On ne donne jamais cette flexibilité à nos fournisseurs de faire ça. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de créer ces zones de buffer. Et donc en fait, on en a créé à différents endroits. Je vais rentrer dans le détail. Alors juste avant, une petite anecdote sur nos supply chain. Donc étape 1, alors write-up dating, c'est en gros l'endroit où on définit la nomenclature et la codification. Désolé, je n'ai pas changé les anglicismes. Ensuite, on achète de la matière première qu'on usine. Ensuite, on achète des finish parts, des composants terminés. On les monte ensemble et à la fin, nos clients viennent inspecter les produits et puis les valider. Une particularité du business ETO, et qui est peut-être propre aussi à votre business, c'est que comme chacun on a ras-le-bol d'être en retard, tout le monde se fera une petite page de sécurité. C'est-à-dire que le fournisseur va se prendre ses 2 petites semaines pour assurer la livraison, le montage va se prendre sa petite semaine pour se dire bon écoutez, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver, donc je peux prendre une semaine de marge. La fin de process va dire bah oui, vous savez, le client parfois il vient pas, donc en fait on se prend une petite semaine de marge aussi, etc. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est on a
on a transformé en fait ces zones de sécurité entre guillemets cachées en buffer dans notre ERP. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une zone de buffer avec nos clients, parce qu'en fait on avait besoin de synchroniser l'avenue de nos clients avec notre flux final. La deuxième étape, donc c'est surtout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a mis des buffers en fait sur notre flux supply chain finish part et notre flux d'usinage et notre flux matières premières. Et donc en fait justement donc ces buffers là sont ceux qui servent à intégrer les petits retards fournisseurs. Et donc comment on a calculé ces buffers? En fait c'est assez simple, on a regardé quelle était la profondeur du retard moyen, on a vu que nos fournisseurs ils étaient en retard moyen de 2 semaines, donc on a eu l'idée brillante de se dire tiens on va mettre 2 semaines de buffer. Et en fait ça s'est arrêté là. Et ensuite donc ce qu'on a fait au passage, tant qu'on y était, plutôt que d'avoir un raisonnement en flux poussé dans notre atelier d'usinage, on s'est mis en flux tiré. Pour ceux qui connaissent un peu d'autres théories que le DDMRP ou de la théorie des contraintes, vous avez peut-être entendu parler de la théorie qui s'appelle Factory Physics. On applique la loi de Little du 2 pour 1 en fait, pour réduire l'encours très rapidement au niveau de l'atelier. Je pourrais en revenir en détail si vous avez des questions là-dessus après. Et ensuite, donc, on n'a pas touché volontairement en fait, à notre flux de write-up et de dating, puisque c'est quand même un endroit très compliqué où on définit nos produits, et donc on a préféré garder stable. Mais par contre, tout le reste, c'est-à-dire tous les autres buffers qu'on se prenait, c'est merci pour tout, poubelle, et tout le reste, c'est de la réduction de cycle. C'est-à-dire qu'on a dit à nos employés, c'est fini les petits buffers cachés qu'on se prend tous sous la main, histoire de briller devant le chef, en se disant c'est bon, moi je respecte mes cycles, mais je suis toujours en retard. Donc on a vraiment utilisé ces zones de buffer, on les a positionnés, et c'est ça le plus important, à des endroits clés. Donc pour nous, c'est les points de synchronisation de notre flux extérieur. Alors vous verrez, de ceux qui vont vous parler de DDMRP, ils vous diront que c'est l'endroit le plus simple pour commencer, c'est de commencer avec votre chaîne extérieure. Et puis après, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a fait dans l'implémentation, on l'a mis avec nos buffers d'usinage, notre buffer à l'intérieur de l'usinage en interne. Donc une fois qu'on a compris notre problème, une fois qu'on a positionné nos buffers, la question c'est mais comment ça marche tout ce petit monde-là? Et donc en fait, alors c'est là aussi où ça change des supply chains que j'ai pu connaître. Aujourd'hui, pour gérer notre supply chain, on travaille avec 2 indicateurs. Ce qui est quand même beaucoup plus reposant quand il faut faire les reportings de fin de mois. Le premier indicateur, c'est le nombre de kits complets. C'est-à-dire le nombre de kits complets, c'est quoi? C'est le nombre de vannes qui sont prêtes à être assemblées là maintenant. C'est-à-dire le nombre de vannes sans manquant. Donc si vous prenez, désolé, j'ai choisi le tableau de gauche. Si vous prenez ce tableau-là, c'est ici. C'est-à-dire que quand on a commencé la démarche en janvier 2012, on avait de quoi monter en fait, alors j'ai mis 0, c'est peut-être 2 dans la réalité, on avait de quoi monter vraiment 2 vannes. C'est-à-dire que si vous disiez, si demain les fournisseurs arrêtent de livrer, combien de vannes pouvaient monter, on pouvait en monter 2. La demande client c'était 10 par jour. Ok. L'autre aspect de l'autre indicateur qu'on utilise, c'est les grandes barres sur la longueur, c'est que non seulement en fait on avait 2 kits complets, mais il fallait qu'on aille chasser jusqu'à 11 manquants par vanne pour aller satisfaire un mois de fabrication. La refait, c'est-à-dire que toute la zone que vous voyez là, c'est toutes les vannes que vous voyez, si vous faites la somme ici, c'est ce qu'on fabrique sur l'échelle d'un mois. Et en fait, il fallait qu'on demande à nos approvisionneurs d'aller chercher 11 manquants sur 5 vannes, 10 manquants sur 6 vannes, 9 manquants sur 8 vannes, etc. Jusqu'à, là on retrouve bien par exemple le phénomène que je vous disais, en fait il y avait 90 vannes, il n'y avait qu'un seul manquant, le phénomène frustrant que je vous disais en introduction. Et donc en fait on pilote ces 2 indicateurs-là, puisque notre but pour nous c'est de maximiser le nombre de kits complets à travers justement l'absorption de ces variabilités de buffer, et de limiter en fait cette zone, de réduire ce temps, enfin on va dire ce nombre de manquants à chasser pour fabriquer un mois de production. Et donc ça, c'est la photo en fait à mi-septembre 2015, où là on se retrouve, effectivement, on a une 60aine de kits complets prêts, c'est-à-dire que là en gros c'est 2 semaines de fabrication facile devant nous. Et ensuite, pour aller satisfaire un mois de production, il faut demander aux approvisionneurs d'aller chercher 50 kits moins 1, 50 kits moins 2 et 30 kits moins 3. Ce qui est quand même beaucoup plus simple pour l'approvisionneur, parce qu'en plus, en général, quand on est en train de chercher 1, 2 ou 3 manquants, les pièces elles sont bloquées au contrôle qualité, à la réception, ou elles sont en transit en général. Donc elles sont quand même plus près de la fin que du début, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on travaille vraiment avec ces 2 indicateurs-là, et ça nous a permis en fait d'avoir d'autres types de résultats.
C'est-à-dire qu'au début, on avait un lead time total cumulé de 34 semaines. D'ailleurs, c'est la courbe avec les marges de sécurité que vous décrivez au début. 12 mois après, on est tombé sur un cycle client à 20 semaines. Aujourd'hui, il est à 16. On avait un retard usine de 250 vannes avec 2 en pièces finies. 12 mois après, on était à une centaine avec 30 en pièces finies. Et notre cycle fournisseur, où soi-disant nos fournisseurs étaient tous des nuls, etc., il est passé de 15 semaines à 10 semaines en incluant le buffer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 10 semaines, c'est 8 plus 2. C'est-à-dire que nos fournisseurs sont passés d'une supply chain de 15 semaines de cycle avec une supply chain à 8 semaines, incluant les plus de semaines de buffer. Et donc ça, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est la courbe d'évolution des kits complets, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à mettre nos managements de buffer, etc., c'est l'évolution mensuelle de combien on avait de kits complets prêts. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le premier pic, là, la centaine, ça veut dire qu'au mois numéro 11, P11, on avait tous les jours en moyenne une centaine de vannes qui étaient prêtes à être assemblées. Donc vous voyez là, quand on revient à notre problème de départ qui était, et si c'était de la faute des fournisseurs, finalement là le problème s'est déplacé, puisqu'en fait c'est maintenant notre atelier d'assemblage en fait qui mène le chemin critique du produit. Et en fait c'est grâce en fait à ces buffers, ça nous a permis de synchroniser en fait vraiment les petits écarts de retard. Parce qu'avant ce qui se passait, c'est qu'on était constamment en train de recaler notre système. C'est-à-dire que même quand il y avait, je vais vous dire une bêtise, 5 ou 6 manquants, on disait, bah tiens, le 6e manquant, il va arriver dans 3 semaines, change la date de la vanne, remets-la dans 3 semaines, et puis fais changer les commandes fournisseurs des 5 autres. Vous attendiez 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, les 5 autres fournisseurs, quand ils avaient vu que vous aviez arrêté pendant 3 semaines sa commande, ils ont arrêté aussi de produire, hein, parce qu'ils n'allaient pas continuer, qu'ils n'étaient pas certains de prendre le produit. Et donc en fait, 3 semaines plus tard, vous avez la 6e pièce qui vous manquait initialement, qui arrive, et en fait sur les 5 restants, il y en a une, ça vous dit, bah tiens, celle-ci a l'air décalée puisque le fournisseur il n'a pas redémarré en temps et en heure comme il avait prévu de faire puisque vous l'aviez vous-même arrêté quelques temps avant. Donc vraiment l'intérêt du buffer c'est d'absorber ces petits écarts. Et un des autres aspects positifs que ça a sur cette méthode-là, c'est sur notre baisse de stock. Puisqu'en fait là vous avez l'évolution de votre matière première, puisqu'on était à 9 millions de matières premières, quelques temps après, donc 2 ans après, on était à 4 millions, et je crois qu'aujourd'hui on doit être à 2-3 millions. Quoi. Toujours sur un même niveau de business. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé en fait d'une rotation de stock matière première qui était de 4 à 14 ans. Voilà. Tranquillement. Juste en mettant 2 semaines de buffer dans un système web. Mais au-delà de ça, ça a d'autres intérêts des DMRP, et c'est peut-être un des points les plus importants pour moi, c'est que, 1, vous allez réduire vos stocks, c'est la courbe que je viens de vous faire voir, 2, vous allez baisser vos cycles, c'est les chiffres que je vous ai donnés, parce que vous allez, en général, vous pouvez contrôler votre baisse de cycle, et 3, vous allez aussi augmenter votre capacité et votre capacité de production, puisqu'en fait, vous allez avoir en fait plus de capacité d'usinage ou de montage, puisque maintenant, quand vous êtes à l'heure, vous avez moins de gaspillage dans votre flux de fabrication. Et en fait, les 3 questions que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre baisse de stock ? Est-ce que vous allez la réinvestir dans d'autres opportunités ? Ou est-ce que vous allez juste la garder très secrètement en cash pour les mauvais jours ? Avec vos cycles bas, est-ce que vous allez développer vos marchés actuels ou des nouveaux marchés ? Ou est-ce que vous allez garder votre avantage compétitif et espérer que vos clients se contenteront de votre avantage compétitif ? Et qu'est-ce que vous allez faire votre capacité de production ? Est-ce que vous allez internaliser des composants que vous achetiez auparavant soi-disant à bas coût ? C'était notre grande spécialité, c'est-à-dire qu'on faisait du contrôle de gestion, on se disait tiens c'est moins cher d'aller en Chine que d'aller en France, donc en fait on va en Chine, puis au final on n'utilise pas notre capacité interne, on se dit que c'est plus simple de licencier les gens plutôt que d'utiliser leur capacité interne. Et donc en fait, et c'est un des sujets les plus importants à travers le DDMRF, c'est que faites pas du DDMRF pour faire du DDMRF, faites-le aussi pour en transformer votre business. Parce que vous voyez, ces 3 choix-là, vous avez un choix où la première catégorie de choix, c'est la vie est belle, j'ai 20 sur 20 et puis j'attends que ça se passe et j'attends l'année suivante. Ou j'ai 20 sur 20 mais je prends le contrôle de mon business et maintenant je décide comment je veux driver mon activité. Parce que vous pouvez la driver en investissant dans des machines. Par exemple, on s'est lancé dans l'impression 3D, c'est quelque chose que les concurrents ne font pas. On a trouvé des nouveaux marchés, parce qu'on s'est rendu compte quand on passe de 34 semaines à 20 semaines, ça nous a permis de capter des clients qu'on perdait jusqu'à maintenant.
Et puis, comment on a utilisé notre capacité de production, c'est un peu ce que je vous mettais là, c'est plutôt en fait d'aller fabriquer des composants en Chine ou sur lesquels on n'avait pas forcément la main, on les faisait en interne, donc ça nous a permis de maximiser notre compte de résultats. Bien, bah, écoutez, j'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présentation, de ma présentation, vous remercier de m'avoir écouté. Et puis bah, ça va être le moment des séances de questions. Si vous êtes trop timide pour poser des questions, vous pouvez me contacter via le LinkedIn. Et puis pour ceux qui connaissent le réseau social Scoopit, c'est un endroit où je résume un peu tous les articles en français qui parlent de DDMRP. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci M. Fouquet, merci d'applaudir. Merci. Je suis sûr que vous n'êtes pas très timide, vous allez nous poser des questions. Alors,